Sud Radio Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Bonjour les Irréductibles, comme chaque dimanche désormais, votre rendez-vous entre 11h et midi sur Sud Radio. Sécurité, économie, numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Notre irréductible de la semaine sur Sud Radio, le philosophe et essayiste Pascal Bruckner. Il est l'auteur du Sanglot de l'homme blanc, de la tyrannie de la pénitence, de Un racisme imaginaire, la querelle de l'islamophobie ou encore d'un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc. À travers ses livres, Pascal Bruckner a joué le rôle de lanceur d'alerte, notamment sur la question de l'islamisme. Il a en effet été l'un des premiers intellectuels à tirer la sonnette d'alarme quant à ce qu'il considère comme une idéologie totalitaire. De l'islamisme, nous allons justement en parler tout au long de cette émission. Alors que s'est ouvert cette semaine le procès du vendredi 13 novembre, la France en a-t-elle fini avec la menace djihadiste ? Derrière cette menace, n'y a-t-il pas une menace plus importante qui est celle de la partition de la société française ? Nous en parlerons également avec Victor Rouart, rescapé du Bataclan et auteur d'un magnifique livre témoignage, Comment pourrais-je pardonner ? Mais tout de suite, notre irréductible de la semaine, le philosophe Pascal Bruckner. Pascal Bruckner, bonjour. Sud Radio Les Irréductibles, Alexandre Devecchio. Bonjour. 1775 parties civiles, 330 avocats, 20 accusés. Le procès des attentats du 13 novembre, qui a débuté le 8 septembre au Palais de justice de Paris, s'annonce hors norme. En tant que citoyen, qu'en attendez-vous ? J'en attends au moins des explications. J'attends que les accusés qui seront présents sur le plateau du procès parlent et s'expliquent. Et j'attends qu'on en tire des conclusions peut-être pas trop optimistes, mais pour moi la conclusion c'est que ce n'est qu'un processus ce n'est qu'un moment dans un processus qui va durer non seulement quelques années, mais à mon avis tout le 21e siècle. Nous n'avons pas fini avec l'islam radical, ni vous, ni moi bien sûr, ni vous, ni vos enfants, parce que quand une religion prend feu, et on l'a connu avec le catholicisme à partir de la Renaissance, il nous a fallu 4 siècles en Europe pour dompter le catholicisme et lui limer les dents, et en faire une religion d'amour et de paix. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour l'islam, sachant que les deux religions ne se ressemblent pas du tout, malgré les apparences, et qu'au fond, ces deux cultures sont peut-être complètement différentes. Mais il y a, dans l'islam radical, il y a une pulsion mortifère, un appétit pour la mort qui est quand même très inquiétant et qui est redouté d'abord par les musulmans modérés, car ils sont les premiers, évidemment, à en souffrir. Les premiers jours du procès ont déjà été marqués par les provocations d'Abdeslam, le principal accusé et seul membre encore en vie du commando. Alors qu'il était invité à décliner son identité à l'ouverture de l'audience, il a déclaré « Tout d'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Mohamed est son messager ». Qu'est-ce que ça vous inspire de tels propos ? Alors, en dehors de la provocation un peu facile, moi, ça me rappelle, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, ça me rappelle les procès des terroristes d'Action Directe, de la Rote Armee Fraktion en Allemagne ou des Japonais, qui disaient nous ne reconnaissons pas votre légitimité car vous êtes la justice bourgeoise et nous incarnons le prolétariat en acte. Alors évidemment, le prolétariat a été réduit à une poignée de tueurs, mais donc cette idée selon laquelle l'accusé est un plan d'une justice divine et qu'il a face à lui des mécréants, c'est-à-dire des sous-hommes, c'est stratégique et c'est classique. Donc ça, il ne faut pas s'en formaliser. Simplement, s'il parle au nom de Dieu, que Dieu appelle le tribunal et peut-être donne son avis sur les actes accomplis. Et comme les chances sont minces, mais ça, c'est un argument constant chez les islamistes. J'en réfère à mon créateur. Sauf que ce créateur, et c'est là évidemment où il y a quelque chose de fou, mais encore une fois, on l'a bien connu dans l'histoire de France, c'est l'idée que de parler au nom de Dieu. Mais si Dieu est tout-puissant, omniscient et omnipotent, pourquoi se soucierait-il des agissements d'un mortel ou éventuellement d'une caricature? Mais il y a donc un immense orgueil à dire qu'on est le représentant de Dieu sur terre, et donc le président de la Cour, je crois, l'a retoqué, il a eu raison. Mais surtout, ce qui est curieux, c'est qu'Abdeslam a commencé par jouer les victimes.
il a littéralement pleurniché. On nous traite comme des chiens. Quand on sait comment Daesh traitait ses prisonniers dans les prisons et les traitements abominables. Oui, et le traitement réservé aux victimes des attentats du 13 novembre, surtout. Il était prêt à battre, à couper en morceaux. Donc, alors, par contre, en revanche, l'élément positif, c'est que Abdeslam veut peut-être parler. À travers ses insultes, à travers ses apostrophes, il a peut-être envie de s'exprimer. Et il ne faut pas oublier qu'il n'a pas actionné sa ceinture d'explosifs et qu'on peut y voir deux interprétations. Soit il ne voulait pas tuer des gens, ça m'étonnerait, vu son état d'esprit. Soit il a eu peur. Soit il a eu peur. Et s'il a eu peur, il a raison d'avoir peur aujourd'hui, non pas de la justice française, qui est quand même très clémente, mais de ses compagnons de jeu, qui n'auront qu'une envie, c'est de le zigouiller quand il sortira, parce qu'il a trahi la cause et qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de ses convictions. Donc c'est, à mon avis, un personnage que l'on peut manipuler, que l'on peut faire parler, presser comme on presse un citron, parce qu'il a encore des choses à dire. Si je vous ai posé la question sur ces provocations, c'est justement parce que le traitement médiatique a dit il ne faut pas qu'il se serve de ce procès comme d'une tribune. C'est pas très étonnant pour un islamiste, et surtout, moi, j'ai trouvé que c'était finalement intéressant de l'entendre dire tout simplement qu'il parlait au nom d'une idéologie. On nous dit souvent que les islamistes sont des déséquilibrés. Il évoque Allah, ça veut dire que tout cela a quand même un rapport avec l'islam, non ? Ben oui, tous les musulmans ne sont pas terroristes, selon la formule connue, mais tous les terroristes se réclament de l'islam, et même du véritable islam, en dénonçant leurs coreligionnaires comme étant des tièdes ou des sceptiques. Donc évidemment que c'est un lien. Et alors, depuis 20 ans, vous avez toujours les dénégateurs qui vous expliquent que ça n'est pas le vrai islam. Les Plenel, les Olivier Roy, les Virginie Despentes, tous ceux qui, pour certains, ont applaudi au meurtre, notamment de Charlie Hebdo. Je pense à Virginie Despentes, dans cet article absolument ignoble qu'elle a fait dans... où elle se mettait dans la peau de Koulibaly, je sais dans plus les Inrocks, le 17 janvier 2015. C'est un article que j'ai encore relu tout à l'heure et qui est proprement stupéfiant. Elle jouit de la mort donnée par les terroristes aux dessinateurs de Charlie Hebdo. En 1945, ça aurait valu une peine d'emprisonnement pour collaboration avec l'ennemi. Mais enfin bon, bref, ne nous emportons pas. Justement, vous parlez de 45. On dit beaucoup que c'est un procès hors norme, un procès pour l'histoire, mais je me demandais, est-ce que c'est suffisant finalement ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu en faire une sorte de Nuremberg, un vrai procès de l'islamisme avec une juridiction spéciale ? Alors, oui, vous avez raison. Le problème, c'est que ces procès sont décalés dans le temps. Et les Américains n'ont pas fait de Nuremberg du 11 septembre. Ils font des procès à Guantanamo, ce qui, à mon avis, est une très mauvaise idée. Et puis, c'est pas un Nuremberg qu'il faudrait faire pour Al-Qaïda et Daesh, c'est des Nuremberg. Parce que songez par exemple qu'en Allemagne, les Yazidis ont fait des procès à leurs bourreaux de Daesh qui les ont enlevés, violés et tués. Et comme la guerre n'est pas finie, qu'elle ne fait que commencer puisque les talibans sont revenus au pouvoir après 20 ans, pour faire un Nuremberg, et d'ailleurs, je pense que tout à l'heure, on abordera le problème avec Monsieur Roy sur le pardon. Pour faire un Nuremberg, il faut avoir gagné la guerre. Alors là, la guerre est très, très loin d'être gagnée. C'est juste, mais pour gagner la guerre, il faut désigner l'ennemi et que tout le monde soit convaincu que c'est un ennemi, qu'il défend une certaine idéologie. Et en cela, un Nuremberg pourrait avoir une vertu pédagogique, non ? Oui, ça a une vertu pédagogique, effectivement, à condition qu'on n'exonère pas... les groupes djihadistes des crimes commis et qu'on ne dise pas non mais ça c'est pas le véritable islam. Donc c'est peut-être ça qui peut nous éclairer, c'est que justement nous voyons ce qu'est cette religion du prophète lorsqu'elle est animée par la pulsion de la vengeance. Et alors on s'est étonné de ce qu'a dit Abdeslam. Et on pensait qu'il allait fondre en larmes en disant pardon. Mais notre étonnement est vraiment étonnant lui-même. Parce que la défense d'Abdeslam, et je pense que ce sera la défense des autres, c'est d'exprimer leur haine. Ils nous haïssent parce que nous existons. S'ils le pouvaient, non seulement ils nous égorgeraient, mais ils égorgeraient nos enfants, nos familles. Et leur rêve, c'est de tuer le monde entier pour prendre le pouvoir sur une planète dévastée au nom de la vraie religion.
Mais je crois qu'on a du mal dans nos démocraties tolérantes et aisées à comprendre que nous puissions susciter une telle haine. Et on se dit, si on est gentil avec eux, ils seront gentils avec nous. Mais on sait très bien que ça n'est pas vrai. Plus on sera gentil avec eux, plus ils auront envie de nous couper la tête. Et donc, si ce procès est réussi, il sera une pédagogie à la détestation que nous suscitons chez un certain nombre de fanatiques. Mais il faut vraiment que nous comprenions qu'ils nous haïssent plus que tout. On se retrouve après une courte pause dans Les Irréductibles sur Sud Radio. On continuera à parler du procès du vendredi 13 novembre, toujours avec Pascal Bruckner, mais aussi avec Victor Rouart, rescapé du Bataclan et auteur du bouleversant « Comment pourrais-je pardonner ?» aux éditions de l'Observatoire. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio pour la suite des Irréductibles, toujours avec le philosophe Pascal Bruckner. Nous parlons du procès du vendredi 13 novembre et plus largement de la question de l'islamisme en France. Victor Rouart, rescapé du Bataclan et auteur de « Comment pourrais-je pardonner ?» aux éditions de l'Observatoire, nous a rejoint. Victor Rouart, bonjour. Bonjour. Cette nuit du vendredi 13 novembre, vous êtes dans la fosse du Bataclan. Vous témoignez dans un livre Coup de poing, « Comment pourrais-je pardonner ?» publié aux éditions de l'Observatoire. Un livre vraiment très puissant, très important, car trop souvent, je trouve qu'on connaît le visage, le nom des terroristes et pas assez le nom des victimes. Et je crois que c'est important que les victimes prennent la parole et mettent un visage et un nom sur ceux qui ont subi, qui ont été les victimes de l'islamisme et du terrorisme. Donc, j'engage tout le monde vraiment à lire votre livre. Cette nuit-là, donc, je disais, vous êtes dans la fosse. Vos deux jambes sont transpercées par des tirs de Kalachnikov. Les balles vous proient les os et les muscles. Pardon de cette question, mais à quoi pense-t-on dans ce moment? Est-ce qu'on essaie simplement de survivre? Alors tout simplement, c'est bien l'instinct de survie qui prend le dessus. Face à une situation de mort imminente telle que celle-là, il y a même plus de réflexion. On essaie tout simplement de sortir de cet enfer. Et puis, il n'y a pas d'autre... on ne pense à rien d'autre. Le seul moment où j'ai pensé à autre chose, c'est justement quand j'ai été touché, que je me suis retrouvé dans la fosse ensuite, donc bloqué, pris au piège. Je ne pouvais pas faire autrement. Et à partir de là, on sent que malheureusement, la mort se rapproche. Et là, à partir de ce moment-là, nous pensons à autre chose, à la vie, à toutes les personnes que nous aimons. Et on sent que ça a basculé et ce sentiment est absolument terrible. Vous êtes resté combien de temps dans cette fosse? Ça s'est joué, je crois, à quelques minutes près, votre survie, en fait. Oui, donc j'ai été blessé environ, je pense, 15-20 minutes après l'assaut. Et je suis sorti aux alentours entre minuit et minuit 30. Donc je suis resté plus de 2h30 à peu près à l'intérieur du Bataclan. Et j'ai été, jusqu'à l'arrivée d'ailleurs de la BRI, l'intervention de la BRI. Et ensuite, effectivement, quelques semaines après, lorsque j'étais encore à l'hôpital, j'ai su par mes médecins que, effectivement, ma survie s'était jouée à une quinzaine de minutes. Alors, votre livre s'intitule « Comment pourrais-je pardonner ?» Pourquoi avoir choisi ce titre? Alors, en tant que chrétien, je suis très attaché à la notion du pardon. C'est pour moi une vertu et un élément essentiel. Donc en fait, c'est une sorte de dilemme qui m'a traversé entre l'aspect religieux et l'aspect purement factuel des choses. C'est-à-dire que j'aimerais pardonner en soi par rapport au côté religieux, mais vu de la gravité des faits, des souffrances que j'ai endurées, de la douleur, que toutes les victimes et les familles victimes ont enduré ce soir-là, le pardon me paraît impossible. Car je pense que déjà, il faut, pour qu'il y ait le pardon, qu'il y ait de la volonté du bourreau et de la victime, donc que les deux puissent se rejoindre pour que le pardon puisse être accordé. En l'occurrence, les bourreaux ne semblent pas le demander, donc pour moi, le pardon me paraît impossible, surtout au vu des massacres perpétrés, des massacres d'innocents et toute cette violence absolument sidérante. Votre titre fait écho, je trouve, au Vous n'aurez pas ma haine d'Antoine Léris, qui a perdu son épouse dans l'attentat. Est-ce que vous avez de la haine ou est-ce que du moins vous êtes toujours en colère? Alors, je respecte totalement le point de vue d'Antoine Léry. Simplement, je pense que, effectivement, toutes les valeurs de fraternité, d'amour, c'est bien, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Pour ma part, je ne ressens aucune haine. Je distinguerai en fait la haine de la colère. Mais j'ai ressenti effectivement de la colère par rapport à ce qui m'est arrivé, par rapport à ce qui est arrivé à toutes ces victimes. Mais je pense que la colère est bien différente de la haine. Je pense que c'est un sentiment qui peut être sain dans certaines circonstances
Et en l'occurrence, je pense que justement, concernant les victimes, et pas seulement les victimes, l'ensemble du peuple français, nous devons être en colère face à cette situation. Vous avez dit que vous respectez Antoine Léry, effectivement c'est une victime et il faut respecter effectivement tous les points de vue. Mais après l'attentat, on a vu des Parisiens qui ont brandi des peluches et des bougies. Vous disiez que la colère pouvait être saine, pouvait pousser à réagir. Est-ce que cela vous semblait une réponse adéquate ? Malheureusement, je ne pense pas. Parce que, il est bien de faire l'étalage de belles valeurs, de sentiments nobles, mais simplement... je pense que les djihadistes animés par l'islamisme ont cure de ces sentiments, et ce n'est pas en étant, et M. Bruckner l'a rappelé, ce n'est pas en étant gentil ou tolérant ou en faisant preuve toujours plus de tolérance que les djihadistes arrêteront. Donc je pense que oui, c'est bien, mais il faut pouvoir leur opposer quelque chose, il faut pouvoir combattre ce phénomène, et je pense tout simplement que ce n'est pas avec des bougies ou des chansons, malheureusement, que nous y arriverons. J'ai l'impression que votre « comment pourrais-je pardonner » s'adresse au terrorisme et peut-être aussi aux hommes politiques, à certains intellectuels ou journalistes qui ont été dans le déni jusqu'ici. C'est-à-dire que durant ma convalescence, j'avais l'impression, donc ce n'est que mon point de vue, mais que les événements se répétaient. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un attentat arrivait, plusieurs attentats se sont succédés, j'avais l'impression finalement que le gouvernement de l'époque était plus dans la réaction que dans l'action, qu'il n'y avait pas de plan global qui se dégageait de tout ça, et que finalement, il fallait trouver des solutions à l'instant T, mais pas sur le long terme. Et finalement, la question revenait, malheureusement, parce que d'autres attentats étaient perpétrés, mais j'avais l'impression qu'il y a une forme d'impuissance qui se dégageait, qu'on n'arrivait pas à trouver les bonnes solutions, ou peut-être tout simplement qu'on ne voulait pas aborder certains sujets ou ne pas voir le problème dans sa globalité. Pascal Bruckner, j'aimerais vous entendre également sur la question du déni que vous avez souvent dénoncé. Est-ce qu'il y a un déni des pouvoirs publics, des journalistes, des intellectuels comme vous ? Il y a eu un déni après le 11 septembre. Moi, je me souviens d'une journaliste d'Europe 1 qui m'avait interviewé et qui m'avait dit « Mais vous ne trouvez pas quand même que ces tours, c'est très arrogant et que les peuples opprimés peuvent ressentir de l'humiliation ?» Et alors, je rappelle simplement qu'aujourd'hui, la tour la plus haute du monde, elle est à Dubaï. Je crois qu'elle fait près d'1 kilomètre de haut. Donc, en termes d'arrogance, faut célébrer dans l'architecture l'expression du génie humain. Mais y voir un symbole de domination, c'est absurde. Alors, le déni, c'est un réflexe très humain face à une monstruosité. On ne veut pas savoir. De même qu'on ne voulait pas savoir pour les camps d'extermination des nazis. Et puis ensuite, petit à petit, comme il y a une réitération des crimes, après le New York, il y a eu Madrid, il y a eu Londres, il y a eu Paris. Et en France, on a une longue tradition d'attentats terroristes. Aujourd'hui, le déni est plus compliqué. Il arrive encore que des gens expriment leur déni. Je pense, par exemple, après la décapitation de Samuel Paty, il y a un membre du Collège de France, François Héran, qui a expliqué que bon, c'était affreux, regrettable, mais quand même, cette représentation de Mahomet à 4 pattes, tout nu, ça pouvait entraîner certains esprits dans une folie meurtrière. Alors bon, c'est pas forcément une excuse, mais on voudra toujours nous dire que c'est pas un ennemi, que c'est une déviation, que c'est une mauvaise interprétation des textes, que l'islam est une religion de paix et d'amour. Ça, je l'entends tout le temps, et qu'au fond, il ne faut pas faire d'amalgame. Et alors, simplement pour répondre à votre question très concrètement, le 13 novembre, le gouvernement a sauvé la France. Ça, il faut le dire. Valls et Hollande, malgré leur désarroi absolu, ont évité une guerre civile parce qu'on aurait pu dégénérer beaucoup plus vite, même s'il y a eu des incohérences au niveau des interventions de la police et de l'armée. Mais ils ont quand même fait preuve d'un sang-froid dont on avait besoin à l'époque. Maintenant, évidemment, rétrospectivement, on s'apercevra qu'il y a eu beaucoup d'erreurs commises, beaucoup de mésinterprétations, et que c'est malheureusement, face à la barbarie, les civilisés que nous sommes, restons démunis. Victor, vous êtes d'accord là-dessus ? Est-ce que François Hollande et Manuel Valls ont sauvé le pays ce soir-là ? Pardon, je suis peut-être pas très bien placé pour en parler. J'ai pas assez de recul, si vous voulez, là-dessus par rapport aux événements eux-mêmes. Enfin, c'est-à-dire que bon, la manière dont le gouvernement gère la crise,
il est évident que c'était une situation totalement nouvelle pour nous, inédite. Ensuite, personnellement, j'ai quelques réserves par rapport, mais c'est à la suite des événements, enfin des choses que nous avons apprises au niveau de l'intervention. Après, la responsabilité de chacun sera établie. Je ne jugerai pas des actes du gouvernement là-dessus. Effectivement, c'était une situation de crise totalement nouvelle et extrêmement compliquée à gérer. Donc ça, je ne le nie absolument pas. Ensuite, ont-ils géré on va dire, l'attentat de la meilleure des manières? Je ne peux pas forcément répondre à cette question. Après, moi, si vous voulez, c'était plus par rapport à la suite, c'est-à-dire à la succession d'attentats qui ont suivi, dont le 13 novembre a été le début. C'est-à-dire que je trouvais que, en termes de mesures, déjà, certaines choses m'ont assez surprise. Je pense par exemple notamment lorsque Manuel Valls a annoncé en 2016 un plan pour lutter contre la radicalisation. Et parmi ce plan, il y avait donc un peu l'histoire des centres de déradicalisation, où il voulait finalement confronter les djihadistes à la laïcité et faire un travail sur leur comportement. Je peux concevoir effectivement le but du plan, mais je trouvais ça d'une certaine naïveté par rapport à la violence et à la détermination des djihadistes. Donc, si vous voulez, c'est plus... Voilà, sur l'aspect purement de la gestion de la crise, je peux pas trop me prononcer. Autant après, sur la succession d'événements, je trouve que certaines choses auraient pu être mieux faites. Pour poser la question, donc autrement, oui, sur la gestion de la crise au moment du Bataclan, vous ne savez pas, la vérité sera établie, mais par contre, est-ce qu'ils ont été à la hauteur, finalement, durant les 6 années qui ont suivi le Bataclan? Valls et Hollande, mais ensuite Emmanuel Macron, son gouvernement. Est-ce que la réponse politique ces 6 dernières années a été à la hauteur de la menace djihadiste, mais peut-être plus largement de la menace islamiste? Alors, selon moi, non. Enfin, je ne pense pas. Il y a d'ailleurs une phrase de François Hollande qui, malheureusement, à mon avis, résume assez bien la situation. C'est plus par rapport à la prise de conscience du phénomène. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont essayé de faire des choses, de mettre en place des mesures, donc d'un point de vue judiciaire, répressif. Ça, on ne peut pas le retirer. Je pense simplement qu'ils n'ont pas pris la mesure de la chose d'un point de vue, je dirais, idéologique. C'est-à-dire du phénomène djihadiste, je dirais, dans son ensemble. J'avais l'impression qu'ils traitaient ça. Bon, effectivement, il y avait le contexte géopolitique, il s'agissait de groupes terroristes, en l'occurrence l'État islamique. Mais je pense qu'il y avait... Quand je parlais d'une forme de déni, c'était aussi sur la manière d'apprivoiser le phénomène et de le voir dans son ensemble. Et François Hollande, en février 2017... J'étais à l'hôpital à ce moment-là et ça m'avait un peu frappé. Il répondait à l'époque à Donald Trump qui avait émis des critiques sur Paris en disant que Paris n'était plus Paris. Et François Hollande répond à Donald Trump et à la fin de son intervention, il dit ici en France, on ne tire pas sur la foule. Donc je vois très bien l'allusion à laquelle le président faisait référence, à savoir les tirs dans les écoles américaines qui malheureusement ont été assez nombreuses, enfin ces fusillades qui ont été assez nombreuses et dont on a dû déplorer énormément de victimes. Mais je trouvais, disons, cette maladresse assez effrayante, sachant que les attentats du 13 novembre avaient eu lieu seulement 1 an et demi avant. Et pour finir, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce procès? Alors, j'ai quelques souhaits, mais malheureusement, je suis assez sceptique sur leur réalisation. À savoir déjà une pensée pour les victimes et leurs familles, qui puissent trouver une forme d'apaisement ou de soulagement à travers les décisions de justice. Mais personnellement, j'en doute. Et sinon, qu'on puisse trouver des informations, obtenir des informations cruciales pour l'avenir. Peut-être qu'on pourrait, trouver des éléments qui nous permettraient de mieux anticiper la menace djihadiste à l'avenir, de pouvoir réfléchir à un plan à mettre en place pour pouvoir anticiper ce phénomène et espérer que Saad Abdeslam parle et qu'il puisse aussi retrouver une forme d'empathie, ou en tout cas de compassion vis-à-vis des victimes, car après sa première provocation, ce serait dommage d'en rester là, mais malheureusement j'en doute, je pense qu'il est déterminé. Espérons qu'on puisse... qu'il puisse craquer émotionnellement et pourquoi pas peut-être éventuellement obtenir une forme de pardon de sa part, mais j'en doute. Merci Victor Roy. On se retrouve après une courte pause dans Les Irréductibles sur Sud Radio. On sera toujours avec Pascal Bruckner et Victor Roy pour parler de l'islamisme et même plus largement du communautarisme et de la gauche identitaire. À tout de suite sur Sud Radio dans Les Irréductibles.
Sud Radio Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio dans Les Irréductibles avec nos Irréductibles du jour. Victor Rouart, rescapé du Bataclan, et Pascal Bruckner, le philosophe. Pascal Bruckner, Victor Rouart nous a donné son témoignage du Bataclan, de cette nuit d'horreur, son point de vue aussi sur les événements et sur ce qui a suivi. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction à ce témoignage? Je pense que c'est indispensable d'avoir un certain nombre de victimes qui témoignent, parce que l'événement est effacé très vite dans la mémoire des gens. C'est un clou chasse l'autre, et donc on se dit c'est fini, c'était hier. Pas du tout, c'est hier. Il se répète chaque mois en France, puisqu'on sait que la police déjoue donc des tentatives d'assassinat. Et donc c'est important que les anciennes victimes, dans la mesure du possible, racontent ce qui leur est arrivé. Et ce qu'elles racontent, c'est au fond ce qui pourrait arriver à chacun d'entre nous si nous étions coincés dans une pièce, dans un cinéma, dans un théâtre, dans une salle de concert, dans une église, et subissions l'attaque des djihadistes. Bien sûr, depuis, nous sommes avertis. Il y a des applications partout pour s'enfuir en cas d'explosion ou en cas d'agression. Même si le Covid a un peu effacé la menace terroriste, à mon avis, à tort. Mais sur les suites données à l'événement par les gouvernements, bien sûr qu'ils sont retombés ensuite dans le déni. Tout simplement parce qu'il n'est pas possible de regarder un événement comme ça en face et de prendre des mesures concrètes sur le chômage, sur le travail, sur la sécurité sociale, sur des choses de tous les jours. Et il est vrai que quand Macron débute son quinquennat, il est, lui, dans un discours un peu irénique, un peu néolibéral. Il y a du terrorisme parce qu'il y a de la misère. Et moi, je vais vous développer les banlieues, et demain, ils remiseront les kalachnikovs pour une Renault ou une Citroën, et ils iront au travail gentiment. On voit bien que dans le cas de la drogue, c'est pas exactement ce qui se passe. Et là, je pense que la France a pris conscience, après Samuel Paty, de la réalité de la menace et de l'énormité du danger qui pèse sur nous, puisqu'on parle de près de 1500 foyers salafistes qui pourraient se réactiver. On dit qu'il y a entre 15 et 20 000 djihadistes potentiels prêts à se soulever, sans compter ceux qui vont sortir des prisons. Donc je pense que si le procès a une vertu pédagogique, c'est une vertu de lucidité. La menace est autour de nous et nous devons y faire face lucidement, consciencieusement, mais sans illusion d'apaisement. Il n'y aura pas d'apaisement. Voilà, c'est ça, il n'y aura pas d'apaisement. Avec ces gens-là, on ne peut pas faire la paix. Il faut les neutraliser, comme on le dit en langage militaire, puis ensuite on peut leur pardonner. Et j'ai trouvé, moi aussi, le livre de Victor Rouart assez puissant, j'en profite pour le dire, parce qu'effectivement, ce phénomène islamiste, djihadiste, qui va durer dans le temps, vous l'avez dit, se banalise. Et on a l'impression que les victimes, désormais, sont des statistiques. Et voilà, c'est pour ça que c'est important et quand on est dans une société de l'émotion, hélas, il faut aussi répondre par l'émotion. Et puisqu'on a tendance à s'identifier parfois aux bourreaux, je trouve ça très bien qu'on s'identifie aux victimes. Pascal Bruckner, vous avez insisté sur la question du déni. Vous avez dit que certains politiques en avaient fait preuve, certains journalistes, intellectuels. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont une responsabilité dans la montée de l'islamisme? Vous avez utilisé tout à l'heure, en début d'émission, le terme qui était assez fort de collaboration. Oui, alors il y a les collaborateurs volontaires. Ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux, et puis il y a les involontaires, ceux qui vous expliquent que la chose est beaucoup plus compliquée. Alors par exemple, dans le clan des marxistes, comme Badiou ou comme d'autres, le terrorisme, ça n'est qu'une conséquence d'une cause fondamentale qui est l'exploitation de l'homme par l'homme, la domination du capitalisme. On trouve encore des raisonnements de ce genre dans la France insoumise. C'est parce qu'il y a de la misère que les gens se radicalisent, parce que évidemment toute religion est un message d'amitié et d'harmonie, et donc guérissons la misère, expulsons les riches, et ensuite les Français vivront heureux. Vous avez ça, et puis il y a aussi toute cette partie de la gauche. C'est surtout à gauche, hein. Il y a aussi à droite, mais pour qui les musulmans sont les nouveaux prolétaires. Et donc, comme la classe ouvrière a fait défaut,
qu'elle a massivement tourné le dos au socialisme ou au communisme, qu'elle s'est tournée vers les maléfices capitalistes. Donc, il faut l'abandonner et aller vers les banlieues et encourager tous ces jeunes gens à détruire le capital. C'est la fameuse jonction islamo-gauchiste qui a été théorisée en 1994 par un trotskiste anglais qui s'appelle Christopher Herman, dans un minuscule parti qui s'appelle le Socialist Workers' Party. Alors déjà, les trotskistes sont une minorité, mais là, c'est une minorité, issue d'une scission de la 4e internationale. Mais il avait très bien vu, c'est un article qui fait une 20aine de pages, il dit dans certains cas, l'alliance entre les communistes révolutionnaires et les imams, si réactionnaire soit-elle, est préférable à l'alliance des communistes avec l'État bourgeois. Donc vous reprenez à votre compte ce terme controversé d'islamo-gauchisme. Vous dites en même temps que c'est la minorité d'une minorité. Est-ce qu'on n'en fait pas trop, comme on l'entend parfois sur cet islamo-gauchisme? Je ne le reprends pas à mon compte. Je l'ai expliqué dès 2006 dans la tyrannie de la pénitence, parce qu'il a une réalité. Mais si vous prenez la phrase d'Emmanuel Todd, l'islam est la religion des opprimés, c'est une phrase qui n'a aucun sens. Géographiquement, historiquement, en quoi il y a parmi les pays les plus riches du monde, il y a des pays musulmans, et parmi les populations les plus pauvres, il y a des populations chrétiennes notamment, qui sont elles martyrisées, notamment en Irak, en Syrie, en Égypte, dans tout le monde arabo-musulman. Mais enfin, ça c'est un autre débat. Mais cette représentation de l'opprimé est très importante pour un certain nombre de théoriciens pour expliquer que il ne faut pas critiquer l'islam parce que on enfonce en quelque sorte des malheureux la tête sous l'eau, alors qu'on devrait au contraire les aider à sortir du fanatisme et peut-être leur tolérer certaines de leurs pratiques. D'où par exemple tout le débat autour du voile et autour de la tenue. On dit qu'il faut tolérer le voile parce que si on le tolère pas, on va les agacer, on va les irriter et ça risque de mal se terminer. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si vous avez vu dans le journal Le Monde, qui est un journal de oui, référence. Cette enquête très intéressante. J'étais surpris, pour tout vous dire, de lire ça dans Le Monde, mais ça faisait plaisir. Moi, j'étais sur le cul, comme on dit grossièrement. Oui, une enquête d'un sociologue très savant, montrant que les filles non voilées réussissent mieux à l'école que les filles voilées, tout simplement parce qu'elles n'ont pas cette assignation identitaire qui pèse sur leurs épaules et qu'elles peuvent se consacrer entièrement à leur travail. Donc on sait que l'école devrait être le lieu de l'émancipation et que le voile, en quelque sorte, c'est une façon de dire aux filles, tu vois, tu n'es jamais qu'une femme, ton lot, c'est de rester à la maison, de faire des enfants, la cuisine et d'attendre ton mari. Et c'est une étude stupéfiante et je trouve qu'elle n'a pas été assez popularisée, mais c'est vrai qu'elle met à mal un certain nombre de stéréotypes. Vous dénoncez avec force l'islamisme, mais vous allez jusqu'à dénoncer finalement le concept d'islamophobie. Vous avez écrit un livre dans lequel vous expliquez que l'islamophobie était un racisme imaginaire. Est-ce que vous n'êtes pas, vous non plus, dans une forme de déni du racisme anti-musulman? Est-ce que ce racisme-là n'existe pas? Voilà, je distinguerais deux choses, le racisme anti-musulman, c'est-à-dire l'allergie à la religion musulmane, et l'islamophobie en tant que droit à la critique. Si je dis, par exemple, et on le dit beaucoup en France, le pape est un abruti, Jésus est un homosexuel, ça a été dit sur France Inter, tous les évêques sont des pédophiles. C'était d'ailleurs moins poli que homosexuel. Mais... Voilà, tous les évêques sont des pédophiles, les gens vous regarderont avec un petit sourire en disant « Oh, vous exagérez pas un peu ?» Et puis on tourne la page. Personne ne parlera de christianophobie. En revanche, si on attaque Mahomet, immédiatement, on risque non pas simplement les foudres de la censure, mais plus gravement, comme le savent les gens de Charlie Hebdo, la mise à mort, puisque leur caricature leur ont valu la mise à mort et le bannissement dans toute la presse anglo-saxonne. On n'aura pas le temps d'en parler, mais comme la conception religieuse des anglo-saxons et la conception française est extrêmement différente. Donc, pour être clair sur l'islamophobie, persécuter les croyants est un délit ou un crime, mais se moquer des religions est un droit que nous avons conquis de haute lutte en France. Et on a le droit de se moquer de Dieu, on a le droit de se moquer des prélats, des évêques, du pape. Il y a des milliers de textes qui ont été écrits là-dessus dans les pays occidentaux. Mais curieusement, il y a une sorte d'aura sacrée qui touche l'islam, qui, en réalité, à travers cette offensive sur le terme d'islamophobie, réclame un brevet d'intouchabilité. C'est ça qui est en jeu. Tous les débats qui ont lieu à l'ONU chaque année par l'organisation de la conférence islamique
consiste à dire il faut sanctuariser la religion musulmane, les autres on s'en fout, parce que de toute façon ce sont des archaïsmes ou des superstitions, et quiconque portera atteinte à la figure du prophète ou de Dieu mérite les foudres de la justice, ou alors peut-être un peu plus s'il abuse de sa parole. Et donc je suis heureux que l'ONU n'ait jamais cédé là-dessus, et il faut espérer que personne ne cédera jamais. Et moi je ne comprends pas ce que ça veut dire, islamophobie. Honnêtement, je ne comprends pas ce terme. Et puis, Victor Houard, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez chrétien, que vous vous étiez même posé la question du pardon. Est-ce que vous pouvez comprendre la colère des musulmans quand on se moque de leur prophète, ou est-ce que vous estimez qu'il y a peut-être 2 poids 2 mesures, qu'on en fait beaucoup avec l'islamophobie et peut-être pas assez avec les persécutions subies par les chrétiens? Alors, je peux comprendre évidemment qu'ils soient gênés, embarrassés par une forme de moquerie vis-à-vis de leur religion, comme en tant que croyant, je peux être vexé, mais bon, après, il y a quand même une forme de proportionnalité dans l'acte et dans la réponse. Je considère, pour ma part, que ce n'est pas normal, évidemment, que pour des caricatures ou pour avoir offensé quelqu'un par rapport à ça, sa tête soit mise à prix ou que la punition soit la mort. Après, bon, c'est un débat assez complexe, assez sensible, mais je trouve que c'est... non, voilà, oui, selon nos mœurs, en tout cas, en France, forcément, ça nous paraît quand même... inconcevable, bien que de leur point de vue, je ne peux pas comprendre leur point de vue, parce que voilà, c'est le sacré est prédominant, et puis l'islam comme religion englobe finalement tout. Là, je veux dire l'intégralité de la vie du croyant. Pour nous, c'est une religion. Enfin, quand je dis le christianisme, par exemple, c'est juste une religion. Depuis la séparation de l'Église et l'État, voilà, c'est une forme de spiritualité qui se distingue du temporel, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres religions. Et oui, mais on pourrait penser que les musulmans français, et sans doute beaucoup d'entre eux, ont compris la séparation entre le temporel et le spirituel. Est-ce que l'un des problèmes, à votre avis, vous n'êtes pas un spécialiste, vous parlez en tant que victime, mais je sais que vous êtes intéressé à la question, c'est que justement, une bonne partie des musulmans, y compris français, confondent encore les deux? Non, moi je pense que la grande majorité des musulmans de France, justement, ne sont absolument pas dans cette idéologie politique qu'est l'islamisme, et qui justement, ils demandent tout simplement, voilà, une bonne partie en tout cas, à s'intégrer à la société française, et sont très bien intégrés. Ensuite, subsiste une grosse minorité, une minorité, mais malheureusement agissante concernant l'islamisme, et voilà, c'est le risque, je pense, c'est que la partie radicale, donc l'islamisme, ceux qui adhèrent à l'islamisme politique, puissent malheureusement être de mauvais influenceurs pour certains musulmans qui malheureusement se seraient tentés par ce genre de, entre guillemets, de dérive radicale. Après, ensuite, ça concerne encore une fois une minorité, mais une minorité qu'il faut combattre, parce qu'on a vu que malheureusement... elle pouvait faire beaucoup de dégâts. Elle pouvait faire beaucoup de dégâts. Merci Victor Houard. On se retrouve après une courte pause dans Les Irréductibles sur Sud Radio. On continuera à parler d'islamisme, mais on parlera aussi du 11 septembre, dont nous commémorons les 20 ans aujourd'hui, quasiment jour pour jour. A tout de suite sur Sud Radio avec Victor Houard et Pascal Bruckner. Sud Radio, Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour dans Les Irréductibles avec Pascal Bruckner et Victor Houard. Nous parlons depuis presque 1 heure de la question de l'islamisme en France, autour du procès notamment du vendredi 13 novembre. Et le télescopage de l'actualité parfois est intéressant et passionnant, puisque nous commémorons en même temps les 20 ans du 11 septembre. Et c'est peut-être là que tout a commencé. Pascal Bruckner, tout le monde se souvient de ce qu'il faisait le 11 septembre. J'ai envie de vous poser la question. Et vous, que faisiez-vous? Je faisais rien d'extraordinaire. J'étais chez mon éditeur. Et donc, on m'a signalé que les tours brûlaient. Je me souviens que ma première réaction était d'agacement, parce que je ne pouvais pas parler de mon manuscrit. Vous voyez, le télescopage de l'égoïsme individuel et de l'événement historique. Mais ensuite... évidemment, j'ai pris conscience de l'énormité de la chose. Donc, ça a été la naissance d'une nouvelle guerre, d'un nouvel ennemi
que beaucoup ont voulu cacher. On l'a dit au début de cette émission. Mais ce qui est affreux, c'est qu'au moment même où s'ouvre le procès du 13 novembre, se termine la victoire des talibans à Kaboul. Et c'est vraiment la revanche de la revanche. C'est-à-dire que les Américains ont voulu venger le 11 septembre en chassant les talibans. Et les talibans ont chassé les Américains qui sont partis de façon ignominieuse, à mon sens, sans honneur, car ils auraient pu terminer cette guerre sans abandonner leurs alliés. Et c'est dommage parce que quel que soit l'échec militaire des soldats US et de l'armée afghane, il y a quand même eu une petite réussite qu'on ne souligne pas assez. C'est la constitution d'une classe moyenne en Afghanistan qui a pris goût à la liberté d'expression, à la liberté médiatique, qui a pris goût à la mixité entre les hommes et les femmes, à l'enseignement des filles. Et tout ça, évidemment, va être balayé. On sait les liens très forts qu'ont les talibans avec Al-Qaïda. Alors, si j'ose dire, Dieu merci, il y a Daesh derrière, vous savez, entre les SS et les SA, il y a toujours une rivalité. Donc la Daesh contre Al-Qaïda, ils s'entretuent. Tout ça, évidemment, aux dépens du peuple afghan lui-même, qui aspire à la paix. Mais c'est comme si on remettait les compteurs à zéro. C'est ça qui est affreux dans cette victoire des talibans. C'est comme si rien ne s'était passé pendant 20 ans. Alors, pour ne pas rester sur une note pessimiste, et je rejoindrai Victor Roy, je pense que l'islam a attaqué l'Occident, le grand Satan, nous sommes le petit Satan à notre échelle, mais il a été fracturé à son tour. Et c'est ça, sans doute, peut-être l'explication de cette violence inouïe qui se déchaîne dans les pays arabo-musulmans et en Europe, c'est qu'au fond, l'islam est une religion blessée depuis des siècles, parce qu'il a connu une période d'apogée et qu'il connaît une longue décadence. Il n'a pas été capable de se réformer, malgré la tentative d'un certain nombre de lettrés à la fin du 19e siècle. Et les Lumières aussi arrivent en terre d'islam. Quand on lit les reportages, quand on lit les enquêtes, il y a un certain nombre de gens en Arabie Saoudite qui choisissent l'athéisme, qui veulent se convertir au bouddhisme, au christianisme. Quand vous parlez à des pasteurs protestants ou à des prêtres, ils vous disent on convertit des musulmans. Simplement, ils nous demandent une chose, ne changez pas notre nom, parce qu'on ne veut pas que notre famille le sache. Donc, on voit bien que la séduction du pluralisme religieux, qui est le message même de la démocratie, et cette séduction est très puissante chez les musulmans, qui sont des gens comme vous et moi. Simplement, ils sont empêchés par cette minorité dont vous parliez, ou par le dogme, par la tradition. Ils sont empêchés d'exprimer leur liberté. Et donc, ils font les gestes de la tribu. Ils continuent à prier, à faire toutes les ablutions, toutes les obligations. Mais chez beaucoup de jeunes, il y a l'envie, par exemple, de ne pas faire le ramadan. Et on sait bien qu'en France, quand à Marseille ou dans les banlieues, des jeunes gens mangent ou boivent, ils sont immédiatement tabassés, dénoncés, et c'est encore pire quand c'est des femmes. Donc, il faut bien voir que c'est une guerre à double sens. Il y a des victoires, il y a des défaites, et l'Afghanistan est une énorme défaite pour nous, et je crains que le Sahel n'en soit une autre pour la France, mais il y a aussi des fidèles qui veulent respirer sous la protection de Dieu et avoir la permission de croire et de ne pas croire, ou de croire aux dates qu'ils choisiront. Nous pouvons être des chrétiens du dimanche, des juifs du samedi, et ben ils pourront être des musulmans du vendredi, et le reste de la semaine vivre en individu libre. C'est cela le message de la France, c'est le message occidental, et je pense que nous mésestimons le nombre de musulmans qui veulent vraiment s'affranchir, non pas de la croyance, mais de la tutelle du clergé, ou de la hiérarchie, parce qu'il n'y a pas de clergé chez les sunnites, ou de la hiérarchie. Merci Pascal Bruckner. On reparle tout de suite de l'Afghanistan, parce que j'ai plein de questions à vous poser, mais juste un mot de Victor Roy. Vous aviez quel âge au moment du 11 septembre, et est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez? Alors oui, au moment du 11 septembre, j'avais 15 ans. Et je sortais de l'école et je rentre chez moi, et c'est à ce moment-là que j'apprends que les tours jumelles ont été percutées par des avions. Donc, évidemment, je suis absolument sidéré par les images qu'on voit à la télévision. Et puis j'avais très peur à ce moment-là, puisqu'en plus il s'avère que c'était la première fois que j'allais voir un match de football le soir dans un stade. Et forcément, la violence des images
Et lorsqu'on apprend qu'il s'agit d'une attaque terroriste, forcément, ne me rassurait pas énormément avant de me rendre dans un lieu public quelques heures après. Est-ce que vous imaginiez que vous seriez rattrapé par cette question du terrorisme, de l'islamisme, presque 20 ans après, 15 ans après? Non, parce que ça me paraissait inimaginable que ça puisse se produire en France, enfin, du moins que c'est cet impact et comment dire, que ça puisse créer un tel traumatisme et qu'il y ait autant de victimes en fait finalement. Le terrorisme existe, il existait déjà en France dans les années 90. Je me rappelle notamment, j'étais jeune, mais après je m'étais renseigné, je crois que c'est Khaled Kalkal qui a commencé 95. Les attentats pour le GIA, il me semble. Du métro Saint-Michel en 95, voilà. Effectivement, Khaled Kalkal, qui est premier djihadiste français, puisqu'il était élevé dans l'école de la République. Donc c'est un phénomène qui n'est pas nouveau et qui existe déjà depuis de nombreuses années, mais à une telle échelle, avec autant de victimes et un phénomène qui s'est accru, notamment en termes de en vitesse, mais aussi surtout au niveau au niveau des actes qui se sont perpétrés, qui se sont répétés. On l'a vu notamment à partir du 13 novembre, mais ensuite, une succession d'attentats ont eu lieu. Donc non, j'aurais pu imaginer qu'on puisse subir une telle violence terroriste et déplorer malheureusement autant de victimes. Tout a basculé en fait ce jour-là. On s'en est pas rendu compte tout de suite. Vous, Pascal Bruckner, vous êtes l'un des premiers à en prendre conscience, mais en même temps, vous êtes très très favorable effectivement à cette intervention en Afghanistan, ensuite en Irak. Est-ce que c'était vraiment rétrospectivement la bonne réponse quand vous voyez les fiascos, il faut bien le dire, des Américains et de leurs alliés dans ces pays-là à répétition? Est-ce que c'était la bonne solution? Est-ce que vous referiez la même chose aujourd'hui? Alors sur l'Afghanistan, oui. Alors sans hésiter, parce que je pense que il fallait aller chercher la bête dans son territoire. C'était Ben Laden et frapper les talibans. Malheureusement, on n'a pas assez aidé le commandant Massoud qui a été tué quelques jours avant. Et aujourd'hui, son propre fils se réfugie dans les montagnes parce que les talibans ont pris d'assaut sa région. L'erreur américaine, ça a été la lubris, comme toujours. Un empire a toujours nourri des idées trop ambitieuses. Ça a été donc non pas seulement de chasser les talibans, mais de vouloir construire une démocratie à Kaboul en versant des milliards et des milliards et en créant une armée afghane qui ne faisait aucune distinction entre les différentes appartenances ethniques, entre les Hazaras, les Tadjiks, les Pashtuns, ce qui était une erreur. Donc on a voulu créer une armée neutre, comme l'armée américaine, sans voir qu'en réalité ce pays vit sur une autre mentalité, une autre culture que la nôtre. Pour l'Irak, c'était une erreur, et ça je l'ai admis assez vite, parce que ça a distrait l'énergie qu'on aurait dû mettre sur l'Afghanistan, mais je pense que l'Amérique aurait pu maintenir un contingent de quelques milliers d'hommes autour de Kaboul qui aurait surveillé justement l'évolution du pays. Et au fond, maintenant, le djihad mondial a une nouvelle capitale qui est Kaboul. Et je suis sûr que tous les jeunes gens et les jeunes femmes enthousiastes à l'idée de massacrer leurs contemporains vont faire le voyage à Kaboul, qui était autrefois, je le rappelle, une étape dans la route des Indes, puisque j'avais fait moi-même quand j'étais très jeune. Et c'était déjà assez farouche, ça n'était pas quelque chose de très sympathique, mais c'était l'optimisme de l'époque. Et donc, on n'a pas le droit d'être bête dans la lutte contre le terrorisme, et les Américains ont commis d'énormes erreurs. Maintenant, cette retraite précipitée, je crois que c'est simplement... Comme l'a dit un commentateur, Joe Biden a fait preuve d'une imbécilité virtuose dans sa volonté d'appliquer la politique de Donald Trump. Eh ben, ce sera le mot de la fin. C'est encore de la faute à Donald Trump, si j'ose dire. Non, il est isolationniste comme tous les Américains, comme Obama. C'est le grand changement. L'Amérique n'est plus interventionniste. On pourrait en parler des heures, Pascal Bruckner. Hélas, il faut nous quitter. Merci de nous avoir suivis dans votre nouveau rendez-vous du dimanche. Les Irréductibles, à la semaine prochaine.